Mesdames et messieurs, les membres du jury, cher public, bonsoir. Je vais déjà commencer. Je ne vais pas m'éterniser car ma tenue a déjà commencé à faire parler. Alors, avant toute chose, j'ai juste une question. Ce sera la première et dernière fois que je la pose, qu'on soit clair. Comment me trouvez-vous dans cet accoutrement? Non, plus sérieusement, ne suis-je pas beau comme un camion? Mais je sais déjà que pour vous, ça passe pas. Pourtant, ce ne sont que des vêtements. Mais je lis déjà dans vos pensées, vos a priori infondés, qui font de moi le fruit de votre imagination, une perception de mon avoir et non de mon être. Alors, voilà ce que vous devez vous dire. Dans cet accoutrement, je parais négligée, incompétente et insouciante. Vous ne pensez sûrement pas que je suis fiable, ambitieuse, ponctuelle et investie. Les professeurs, eux, doivent se dire que je ne suis pas digne de confiance et peu impliquée dans mon travail. Il serait faux de croire que l'habit ne fait pas le moine. Alors, excusez-moi. Ah, voilà. Ne suis-je pas la même au final, habillée de la sorte? Pourtant, vêtue comme ceci, il serait plus simple pour moi d'affirmer que l'habit ne fait pas le moine. Il serait faux de croire que je ne suis pas digne de confiance et peu impliquée dans mon travail. Les professeurs, eux, doivent se dire que je suis fiable, ambitieuse, ponctuelle et investie. Il serait, vous pensez pas, pardon, sûrement pas, que je parais négligée, incompétente et insouciante dans cet accoutrement. Voilà ce que vous devez vous dire. Sur ces paroles, je me permets de rebondir sur cette perception qui se nourrit du verbe avoir. Une perception où l'on juge sur ce que l'on voit et on ne va pas là, au-delà des frontières, sur une autre signification. Pourtant, qu'il soit conjugué au passé, au présent ou au futur, l'avoir est trompeur, alors que l'être, lui, est révélateur. Ne pas se fier aux apparences. Léonard de Vinci n'en est-il pas la preuve? Je veux dire, l'homme était tout de même, que j'ai mes notes là, artiste, peintre, organisateur de fêtes et de spectacles, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, philosophe et écrivain. Et tout ça dans une seule et même vie, alors qu'il ressemblait au Père Noël. Qui ici aurait misé sur lui? Un habit, plusieurs facettes. Alors je le redis et j'insiste, votre apparence ne fait pas de vous qui vous êtes. Mes vêtements ne me définissent pas non plus. Alors s'il vous plaît, cessez vos banalités. Car après tout, le principal, n'est-ce pas d'être bien dans ses baskets? Merci. On peut applaudir. L'habit fait le moine. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est ce que j'appelle le prêt-à-penser sur le prêt-à-porter. Quand on dit que l'habit fait le moine, en fait l'habit fait l'apparence du moine. Il vous rend en apparence légitime de faire ce que vous faites. Si vous exercez la fonction que votre habit décrit, alors oui, l'habit fait le moine. Maintenant, imaginez une femme ou un homme tout nu. Police, arrêtez! Moyen. C'est là que l'habit viendra faire foi. Et effectivement, pour intégrer une entreprise, appartenir à un groupe d'amis, c'est l'habit qui m'a permis de me faufiler entre les mailles du filet, broder quelques phrases devant un auditoire avec une métaphore filée. Toutefois,
Rappelez-vous de votre dernière soirée déguisée. Au réveil, vous n'étiez plus Cléopâtre ou un cow-boy après avoir dégrisé. Donc, si une fois n'est pas coutume, alors une fois n'est qu'un costume. L'habit ne peut faire le moine que s'il existe une symbiose entre l'art, la fonction et l'habit. On va résumer ça en 4 idées. Si vous êtes ce que vous portez, alors l'habit vous ira comme un gant. Si vous ne portez pas ce que vous êtes, alors vous vous voilez la face. Si vous n'êtes pas ce que vous portez, c'est un tissu de mensonge. Et si vous êtes ce que vous ne portez pas, c'est une autre manche, une affaire d'une autre manche. On ne s'habille pas comme on veut. On est peut-être un peu lâche. L'être humain juge sans relâche. Le vêtement est un miroir, une cachette ou un pelage. Mais vous portez votre linge, et votre personnalité a peur que les autres lynchent. Les années passent sans s'être affirmées. On prend de l'âge et on veut disparaître loin derrière l'habit. On a envie de prendre le large. Je me rappelle du bac à sable. On ne s'en tenait pas qu'à ça. On jouait à cache-cache dans les acacias avec des amitiés incassables. Devant vous, on me fusille du regard, avec de quoi remplir Vinci. Difficile d'être invincible quand on vous regarde comme la peinture de De Vinci. C'est parfois le moine qui fait le moine et non pas l'habit. Je répète, c'est parfois le moine qui fait le moine et non pas l'habit. Il existe des peuples dans le monde sans vêtements. Et pourtant, avec une hiérarchie et des statuts très forts, c'est le moine qui fait le moine et non pas l'habit. Cela veut dire qu'avec un habit identique n'a pas la même portée sur le jugement en fonction de qui le porte. De la même manière que lorsque Kanye West porte un vêtement sale et déchiré, on lui prête de l'avant-gardisme, alors que l'homme à la rue, lui, deviendra invisible. De la même manière que lorsque je porte un jogging, je ne serai pas un sportif, mais une racaille. De la même manière que lorsque je porte un polo d'un golfeur, on criera directement à la contrefaçon. De la même manière que le même voile que porte une bonne sœur sera mieux perçu que le voile d'une musulmane. L'habit peut faire qu'on vous écoute, et il peut faire aussi qu'on vous éloigne. Et quand on voit l'argent qu'il coûte, l'habit fait le patrimoine. Les écarts se réduisent quand les masques tombent, les mensonges séduisent, les apparences trompent. Certains veulent en découdre si vous portez trop ou pas assez, mais avancez, jouez des coudes. Laissez-les bavasser. Une première impression reste ancrée, mais l'habit ne fait pas le moine. Nu, court, long, ample, échancré, vous seul décidez de ce que l'habit témoigne. La vie ne tient qu'à un fil, alors autant tisser des liens. Mes vêtements sont ou non ce que je suis, mais je les aime, ce sont les miens. Merci beaucoup. Cher jury, chers professeurs, chers supporters, c'est au XIIIe siècle que l'on trouve la première trace de l'expression « l'habit fait le moine ». Elle serait la traduction de la formule latine « barba non facit philosophum ». Traduction, pour les non-latinistes comme moi, la barbe ne fait pas le philosophe. Ce proverbe latin vieux comme Mathusalem et Platon, et, soit dit en passant, bien barbant, signifie qu'il ne faut pas juger les gens selon leurs apparences. Pour nos ancêtres, l'habit, le vêtement, était pourtant un signe distinctif de leur rang social. Pour les moines, une robe, pour les serviteurs, une tunique, et pour les chevaliers, une armure. Pour les étudiants du campus séductif, des jeans non troués. L'habit fait donc le moine. Et de nos jours, rien n'a vraiment changé. Même pas pour ma petite mémé qu'il ne faut toujours pas pousser dans les orties. Tenue à la mode, coiffure, maquillage, tout se rapporte à l'apparence, au physique, à l'idéal corporel que nous souhaiterions obtenir pour se faire une place dans la société. Pierre Georges, ex-PDG d'une célèbre entreprise, affirmait « L'apparence est un outil
qui fait partie de notre carte de visite. Les gens vont certainement se rappeler que vous étiez plus souriant, plus sympathique ou mieux habillé qu'un autre. D'ailleurs, il a toujours dit à ses collaborateurs, méfiez-vous des apparences, l'habit fait le moine. Et finalement, ce Georges a peut-être raison. On se rappelle tous de cette blondasse, toujours en mini-jupe, qu'on ne pouvait pas saquer, sans raison réelle, c'était comme ça, c'était physique. Puis, nous avons appris à la connaître, à la découvrir, à échanger avec elle. Et, bon, une fois sur deux, on ne s'était pas trompé, elle était totalement cruche. L'habit fait donc le moine. C'est bien lui qui choisit l'habit. En effet, si l'apparence ne définit pas une personne, elle témoigne néanmoins des préférences et intérêts de chaque personne. L'habit en dit long sur l'intention du moine. Car l'un des pouvoirs de l'habit est de pouvoir transformer un état d'esprit. Habillez-vous en homme d'affaires professionnel et vous aurez l'air d'un homme d'affaires professionnel. Tenez, un exemple. Aujourd'hui, je suis habillée en conférencière professionnelle. Je suis donc et j'incarne une conférencière professionnelle. Mais, à vos yeux, êtes-vous réellement sûr que je suis conférencière et pas stripteaseuse à mes heures perdues? L'habit ne fait donc pas le moine. Alors, méfiez-vous des apparences, comme nous l'enseignent depuis l'enfance les princesses des personnages de Disney. Je cite Mary Poppins dans sa célèbre chanson. Les premières impressions sont merveilleuses, mais les apparences sont trompeuses. Ou encore Pocahontas. Méfiez-vous des apparences. Un visage d'ange peut donner le change ou dissimuler le diable. Rendez-vous à l'évidence, méfiez-vous des apparences. À ce stade-là du raisonnement, êtes-vous réellement convaincu que l'habit ne fait pas le moine? La question est vite répondue. On dit souvent qu'on se forge l'image d'une personne en 5 secondes. Par exemple, vous, monsieur, au 2e rang, vous avez une très jolie chemise, vous êtes élégant. J'en déduis que vous êtes le directeur d'école. Mais je me trompe sûrement. Vous, mademoiselle, 2e rang à gauche, vous avez de très jolies baskets. Je pense que vous êtes une grande sportive. Mais j'ai peut-être faux. Et puis, il y a vous. Oui, vous. Vous tous qui vous tenez tout droit, tout beau sur vos chaises face à moi. Moi, qui vous recrute dans mon bureau chez Pelin Casté. Vous tous qui portez l'antonie du proverbe sur vous. Vous avez vêtu des codes en vigueur, vous avez choisi les couleurs qui vous mettent en valeur. Vous êtes tout beau dans vos beaux habits qui disent que vous êtes tous des moines. Des moines bilingues et diplômés, tels que recherchent les entreprises. Vous voulez me faire croire que l'habit ne fait pas le moine, que je peux me fier à votre apparence, à votre joli minois et aux compétences sur le CV. Que l'habit fait le moine, en somme. Et pour tout vous dire, juste ce soir, juste entre vous et moi, j'ai envie de croire aux compétences, à l'esprit d'équipe, de nous tous, de vous tous. Alors, peut-on réellement dire que l'habit ne fait pas le moine? C'est bien difficile. Je conclurai donc en disant que ce n'est pas l'habit qui fait le moine, mais ce qu'il y a au fond de son âme. Merci. Mesdames, messieurs les jurés, laissez-moi vous faire part sur une courte durée ma façon de voir comment s'habille le moine et le curé. Apparemment, il ne faut pas se fier à comment celui-ci est habillé, il pourrait être en réalité un homme en manque de sexualité. Mais passons ces idées farfelues et déplacées et concentrons-nous vraiment sur le sujet. L'habit ne fait pas le moine revient à dire que les apparences sont parfois trompeuses et qu'elles sont donc crapuleuses, dangereuses ou encore menteuses. Cela m'évoque un sujet que j'avais jadis en poche. Sommes-nous vraiment clairs comme de l'eau de roche? Vous connaissez tous sûrement l'histoire de l'homme riche qui, sous ses airs parfois british, n'a pas besoin de s'habiller avec des marques qui nous émerveillent. Bonjour Julien Soleil. Trêve de plaisanterie et retraçons ensemble cette expression qui a traversé les jours, les mois et les saisons, ayant à chaque époque un exemple qui lui convienne. Mesdames et messieurs, plongeons-nous ensemble dans l'histoire d'Athènes. À cette époque, le savoir est le pouvoir, et il est donc normal de vouloir croire en ceux qui manient et maîtrisent la langue jusqu'à la moindre apostrophe, appelés plus communément les philosophes.
Je ne vous apprends rien en vous disant qu'à chaque fois qu'une tendance est victime de son succès, il y a des gens mal intentionnés qui sont là dans le but d'en abuser. Des gens remplis de belles paroles et de belles phrases tout faites, voulant vous faire croire qu'ils en ont dans la tête. Attention, je ne vous dis pas là de mettre tout le monde dans le même sac. Certains d'entre eux étaient doués, comme Platon ou Socrate. Je dis juste qu'une fois leur prestation terminée, plusieurs masques sont susceptibles de tomber ou d'être enlevés. Passons maintenant à un autre chapitre de notre histoire. Prenons maintenant le temps des victoires et de la gloire, là où pour assouvir sa soif de territoire, la stratégie et la malice étaient rédhibitoires. À cette ère de la guerre, bien s'entourer était nécessaire. Et il fallait faire attention en chacun de ces pions, car certains d'entre eux pouvaient être des espions. Cela pouvait être n'importe qui, très souvent même l'homme qu'on soupçonnait le moins. Celui qui était toujours souriant et toujours gentil rentrait discrètement le soir dans son pays. Il était là, sous nos yeux, et personne ne l'aurait parié. Grâce à lui et beaucoup d'autres, la guerre fut gagnée. Jules César fut alors couronné de laurier. Ceux qui s'habillent en moine ne sont donc pas ceux en qui vous croyez. Au fil des siècles et au fil des années, le costume de moine a pu évoluer. La ruse et la tromperie se sont donc affinées. Elles ne sont maintenant que des détails qu'on ne peut détecter. Elles sont partout, dans les villes, les campagnes ou les réseaux sociaux, parfois même dans des musées ou de jolis tableaux. Cette œuvre qui vous évoque mille et une merveilles et que vous trouvez si jolie n'a pas été peinte par Léonard de Vinci, mais par Catherine du CDI. En d'autres termes, mesdames, messieurs les jurés, je vous invite à prendre un peu de recul et à vous demander si autour de vous n'y a-t-il pas un moine ou un curé. Rassurez-vous, tout ça ne dure qu'un temps, car l'art de la ruse ne dure jamais longtemps. Alors, que la barbe ne fasse pas le philosophe, qu'un guerrier ne fasse pas quelqu'un de loyal, ou que le pinceau ne fasse pas le tableau, cela n'a guère d'importance. Agissez seulement avec prudence et en votre âme et conscience. Une dernière chose, ne jugez jamais trop vite les gens qui vous entourent, car vous savez qu'on ne juge jamais un livre à sa couverture. À chacun son histoire et à chacun son parcours. Mesdames et messieurs, c'est ici que mon histoire se clôture. Il est de coutume d'être très bien habillé pour un concours d'éloquence. Alors, j'ai fait le choix quelque peu osé de porter une cravate. Vous devez sûrement vous dire, mais qui est cette fille complètement barjo, en pyjama? C'est honteux. C'est un manque de respect pour un concours d'éloquence. Et si je vous disais que la vie ne fait pas le moine? Je m'appelle Estelle, et pendant les 5 prochaines minutes, nous allons discuter de cette expression à propos d'habits de personnes chauves et pieuses qui, elles, n'ont absolument rien demandé. L'expression « la vie ne fait pas le moine » signifie qu'on ne peut pas se fier aux apparences. Prenons le sujet même de l'expression, qui est le vêtement. Nous avons toujours fonctionné de manière très visuelle. Le vêtement en soi est la manière d'exprimer ce que nous sommes, ce qui nous définit. Par exemple, cela définit un niveau de richesse, une appartenance à une catégorie sociale, ou encore un métier. À l'époque, ces 3 spécificités bien distinctes régnaient essentiellement. Par exemple, un homme portait de nombreux bijoux et de tissus très précieux. À l'inverse, le paysan portait des vêtements de basse qualité et troués par son travail. Le médecin, lui, portait une robe ou une tunique pour être bien reconnu par son métier. Maintenant, le monde a vraiment évolué et toutes ces spécificités bien distinctes viennent à s'entremêler. Par exemple, on peut s'appeler Philippe Poutou, se présenter à la présidentielle en chemise. Ou alors, on peut être une étudiante sur le point d'avoir son bac plus 5 qui donne son meilleur discours d'éloquence tout en pyjama cravate. Maintenant que l'aspect physique a été abordé, passons maintenant au comportement. Car oui, l'apparence peut également résulter d'un comportement. Je m'explique. Une personne peut jouer la comédie, c'est-à-dire avoir un comportement qui ne lui ressemble absolument pas et totalement contraire à ses pensées, juste pour arriver à ses fins. Ce qui est très triste. Mais le plus triste,
c'est quand on pense à cette personne qui s'est fait avoir par ce comportement. C'est ce qu'explique Platon, avec sa référence à la caverne. Pour une petite mise en situation, un homme a toujours vécu dans une caverne et n'a jamais rien vu du monde extérieur. On l'a enchaîné de manière à ce qu'il soit dos à l'entrée de la caverne. Tout ce qu'il va pouvoir voir, ce sont seulement l'ombre des objets qui se trouvent derrière lui grâce au peu de lumière du soleil qui traverse la caverne. On a tous fait des ombres chinoises avec nos mains quand on était petits. On peut se mettre d'accord sur le fait que les ombres ne représentent pas forcément la réalité. Maintenant que ce contexte a été posé, voyons ce qui se passe lorsqu'on sort l'homme ignorant de sa caverne. Au début, la lumière lui fait extrêmement mal aux yeux. Il ne peut pas voir ce qu'il se passe devant lui. Et puis, il finit par s'y habituer et finit par voir son environnement, ce qui se trouve face à lui. Quand on est trahi par quelqu'un de proche, c'est exactement ce qui se passe. On a tellement mal qu'on refuse de voir la vérité. Puis elle continue encore et encore. Et puis on est obligé de la regarder. Et on finit par l'admettre tant bien que mal. Pour conclure, il est vraiment très difficile de se faire une idée juste sur une personne, que ce soit par son apparence ou même son comportement. C'est pour ça que l'habit ne fait pas le moine. Maintenant que je vous ai dit ceci, à mon tour de voir ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez réellement que l'habit fait le moine? En quel cas je serai jugée par ma tenue ce soir? Ou alors, vous pensez peut-être comme moi que l'habit ne fait pas le moine, et vous aurez alors une opinion sur ce que je viens de vous dire. Merci beaucoup. C'est bon, je peux commencer? Quand tu veux. Ah, ça tombe bien que vous soyez encore là. Tout à l'heure, quand j'essayais de baragouiner quelque chose sur l'adage « passer l'éponge », j'ai totalement oublié de vous raconter ce qui m'est arrivé. J'ai été frappée par la beauté de cet inconnu. Enfin, frappée, soyons honnêtes. Je dirais plutôt que je suis tombée sous son charme. Comme Jacques Odd lorsqu'il aperçut Anne-Marie Streeter dans le ravissement de Lollwich-Kane, il n'a suffi que d'un regard. Loin de vivre dans un roman, je vous assure que mon histoire est moins romantique. Vous me direz, être envoûté par ses yeux était un choix. Inconscient, peut-être. Mais un choix tout de même. Sauf que celui-ci n'était pas mien. Comme l'affirme Barbara Stiegler, au nom de la santé publique, la France a rendu le port du masque obligatoire. Moins sexy que ceux du carnaval de Venise, le masque actuel a tout de même un avantage. Celui d'ouvrir la fenêtre du fantasme. Mais comme souvent lorsqu'il s'aboutit, le fantasme s'est envolé lorsque le masque est tombé. Quelle mascarade, n'est-ce pas? Je sais qu'une question vous brûle la langue. Qu'est-ce que le masque veut dévoiler? Soyez patient, vous aurez tout le temps de connaître ma chute. Vous savez, ça m'a d'ailleurs fait penser à cette expression. Qu'est-ce que c'est déjà? Mais si, celle avec les moines. Ah oui, l'habit ne fait pas le moine. Vous auriez pu me la souffler quand même. Tout ça pour dire que les apparences sont trompeuses. Et si en Grèce antique, les costumes étaient une manière de marquer les différences d'âge, aujourd'hui, il est flou. Tant et si bien qu'il est impossible de deviner l'âge de quelqu'un sans s'y tromper. N'est-ce pas, Terry? La dernière fois, tu me racontais que... Pardon, je m'éloigne. Revenons-en aux yeux de mon inconnu? Oui, les yeux sont sûrement ce qu'il y a de moins trompeur. Et si les yeux sont ce qu'il y a de moins trompeur, c'est que depuis Platon, le regard est la métaphore du savoir. Il faut croire que je suis une exception à la règle. Enfin, soyons modestes, je ne suis pas la seule exception. Si vous croyez que le regard de la Joconde vous suit comme si elle était également tombée sous votre charme, désolé de vous apprendre que vous aussi, vous avez été trompé. La Joconde, comme l'anamorphose dans Les Ambassadeurs, est un trompe-l'œil. Mais comme De Vinci était une vraie canaille, il n'en est pas resté là. En effet, il ne nous a pas trompés une fois, mais deux. Quid de cette deuxième tromperie? Eh bien, tout comme il nous trompe deux fois, la Joconde a un double visage. Si vous la trouvez mignonne, sachez que c'est aussi un homme. Sa robe ne fait pas d'elle qu'une femme. Rassurez-vous, ce n'est pas ce dont il est question avec mon bel inconnu. Ça a plutôt affaire à
avec les poils. D'ailleurs, ça me fait penser que notre fille d'Ariane, l'habit ne fait pas le moine, s'habillait d'autres mots à l'époque romaine. Notre Jules César préférait dire que la barbe ne fait pas le philosophe. Ce dernier, tout comme Madonna Lisa, étaient les deux faces d'une même pièce. En effet, il était le mari de toutes les femmes, et les femmes de tous les maris. Comme quoi, être un des plus grands conquérants de l'histoire et un Don Juan n'est pas antinomique à l'homosexualité. C'est alors peut-être la société qui est au berceau de l'habit ne fait pas le moine. C'est elle qui crée des apparences qui sont trompeuses. Et, si vous ne l'aviez pas remarqué, il s'agissait par mon discours d'une mise en abîme de l'expression « l'habit ne fait pas le moine ». Mes digressions me font manquer de temps. Pour en revenir à l'homme masqué dont je vous parlais, tout comme Zeus lorsque Sémélé découvrit sa vraie nature, mon fantasme s'évapora en cendres lorsqu'il se démasqua, tel le palais consumé par le dieu de la foudre. Il faut que je vous laisse, on se revoit demain. Ah, au fait, j'ai totalement oublié de vous dire ce qui se cachait derrière ce masque. Il avait une telle moustache qu'on aurait pu croire qu'il avait volé à Salvador Dali. Vous pouvez imaginer. Merci. Il se dit que l'on ne doit pas se fier aux apparences, car elles peuvent être parfois trompeuses, parfois improbables, parfois singulières. Il n'en est pas moins que votre apparence restera telle qu'elle est à l'heure où je vous vois actuellement. Peut-être les autres vous verront différemment, et c'est sûrement le cas, mais qu'importe. Parle-t-on ici de l'apparence de nos textiles, partisans primaires de l'importance de la mode dans la société dans laquelle nous vivons? Ou alors, parle-t-on de l'apparence physique? Celle, comme moi, devant vous, je me présente, je m'appelle Terry, mais au fond, on s'en fout. À ne pas prendre au sens de son terme, bien évidemment, je ne veux pas parler de la présence physique, de mon physique, que je sois gros, que je sois mec, peu importe, mais plutôt dans le sens de ce que l'on dégage, quand notre apparence physique se mêle aux autres autour de nous, cette apparence à laquelle nous tenons tant, celle que l'on voit devant notre miroir, ou alors sur des photos de vacances, de soirées, de mariage, celle que l'on doit tenir en présence des autres, mais qui se laissera tomber une fois arrivé chez nous. Si vous attendez une réponse, sachez que je ne l'ai pas. Je soumettrai simplement l'hypothèse que l'une ne va pas sans l'autre, ou plutôt que l'une ne s'accorde pas forcément à l'autre. Oui, une personne bien habillée peut se montrer très vile, que ce soit dans ses paroles ou dans ses actes. Et en son contraire, une apparence négligée peut paraître à vos yeux comme la pureté et la bienveillance. Donc oui, sur ce point-là, l'habit ne fait pas le moine. Mais donc, l'habit ne fait pas tout. L'habit nous sert à nous couvrir, à ne pas nous montrer à nu devant le monde, à nous affirmer, nous embellir, nous réchauffer. Ou alors, il sert peut-être à cacher des cicatrices, qu'elles soient externes ou invisibles. Mais s'il a bien quelque chose que les habits ne peuvent pas t'habiller, ce sont bien nos pensées et nos émotions. Et notamment l'amour. Quelle belle émotion, n'est-ce pas? Une émotion qui se partage entre deux êtres que rien ne semblait lier auparavant. Un amour que l'on construit, mais qui peut excusez-moi. Un amour que l'on construit, mais qui peut s'effondrer au fil du temps. Alors, si vous me le permettez, j'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire d'elle. Elle était là, une goutte de peinture transparente sous ses yeux. La tête dans les étoiles observant un paradis céleste, un gouffre immense qui ouvre ses portes mais qui paralyse ses lèvres, des mots qu'elle seule avait, qui faisaient briller ses lèvres. Mais j'ai senti la goutte de trop quand pour la dernière fois les miennes touchaient le ciel. Non, j'aurais dû le voir que c'était trop, voir que son apparence avait changé, elle qui était toujours si colorée. À la manière de Vinci, en une seule goutte j'ai pu constater cette émotion tant impossible à cacher, juste assombrie par les habits qu'elle portait. Là oui, c'est sûr, encore une fois, l'habit ne fait pas encore le moine. Et pour preuve, la protagoniste de cette histoire a sûrement dû devenir une autre personne. Peut-être une nouvelle héroïne d'un nouveau scénario, oubliant ses anciens souvenirs dramatiques, comme un film ou un roman de Musso. Mais bon, cessons de jouer les dramaturges et revenons-en à nos moines. Historiquement parlant, on doit cette expression
grâce à François Grimaldi, qui, pour s'emparer d'un château monégasque, se déguise en moine et prétend demander asile le temps d'une nuit. Je veux bien affirmer que les époques ont radicalement changé, mais si un moine vient toquer à ma porte en me demandant asile le temps d'une nuit, soyez-en sûrs, je n'ouvrirai pas la porte. Mais bon, Grimaldi, lui l'obtient, pénétra dans le château, et la nuit venue, ouvrit ses portes, laissant passer une armée entière pour conquérir ce qui deviendra durant des années sa nouvelle demeure. Mais toutes bonnes choses ont une fin. Donc, je couperai court à cette histoire, non pas celle que je vous ai contée parlant d'elle, mais bien celle du chevalier déguisé en moine. Excusez-moi si je m'égare, mais j'ai tellement d'histoires en tête, passant de celle de Monsieur Anderson à celle que mes grands-parents racontèrent, passant d'histoire d'amour à histoire de guerre, histoire d'un soir ou une histoire entière, qu'elle soit en cachemire ou brodée en laine, passée un été en chemise ouverte ou survécue à l'hiver dans une doudoune Montclair, peu importe mon accoutrement, ce soir, soyez-en sûrs, je les enlèverai en me disant que tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Merci.